Bonjour à tous et bienvenue à ce jeudi de la recherche paramédicale. Donc aujourd'hui, on accueille Amélie Bouillet-Brault du CHU d'Angers. Amélie est infirmière cadre de santé à l'unité de surveillance continue. Et donc, elle va nous présenter un café lecture, donc une lecture critique d'un article qu'elle a choisi et qu'elle vous présentera juste après ces quelques petits conseils d'utilisation que je vais vous présenter. Donc, vous participez au webinaire, vous êtes en écoute seul, vous ne pouvez pas parler. Par contre, vous pouvez poser des questions dans la zone chatée. Je relayerai les questions à la fin de l'intervention d'Amélie qui va durer à peu près 20 minutes et puis on y aura 10 minutes pour les questions. Le webinaire est enregistré et il sera diffusé après accessible en replay sur YouTube. Donc, les questions que vous poserez vous donnent autorisation en fait de diffuser vos noms, prénoms et toutes les mentions que vous pourrez préciser sur la chaîne YouTube. Vous avez le détail des autorisations d'enregistrement dans le petit onglet documents à distribuer avec autorisation webinar, le PDF qui est joint. Voilà, je vais laisser la parole à Amélie Bouillet-Brault. Ah, excusez-moi, je vois que j'avais oublié de partager mon écran, donc vous n'avez pas dû voir, mais enfin voilà, vous avez eu l'explication en même temps. Donc je vais passer la parole à Amélie. Donc bonjour à tous. Donc je suis Amélie Bouillet-Brault, je suis cadre de santé de filière infirmière dans une unité de soins continus. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une lecture critique d'articles sur les facteurs de décision influençant les infirmières au réglage des alarmes de monitorage. Donc, je fais un rappel sur le contexte. Je suis donc, le service dans lequel je travaille est restructuré avec une arrivée de nouvelles infirmières peu expérimentées dans cette activité. Il y a aussi une transformation des lits du SC en réanimation en lien avec la crise sanitaire. Et en fait, je remarque qu'il y a une recrudescence des alarmes sonores. Je me dis qu'il y a certainement des risques d'insensibilisation qui peuvent être importantes, des retards de prise en charge et qui pourraient peut-être aller jusqu'à les risques de décès pour le patient. Et je me questionne en fait sur la survenue d'événements indésirables. En tant que cadre de santé, je souhaite avoir une attitude proactive par rapport à l'équipe que j'encadre et je souhaite mettre en place des actions collectives et ou individuelles. Je ne sais pas forcément lesquelles et donc je me dis que je dois faire appel à la recherche scientifique pour m'aider pour caractériser en fait ces facteurs d'influence. Donc, je trouve un article dans un des moteurs de recherche. Donc, cette étude, c'est une étude descriptive des facteurs influençant la décision des infirmières de régler et de moduler les paramètres d'alarme des systèmes de monitorage aux soins intensifs. Donc, ça, c'est le titre de l'étude. On retrouve que cette étude a été publiée dans une revue francophone internationale de recherche infirmière. Donc, cette revue, c'est une revue scientifique qui promeut la recherche en sciences infirmières dans l'espace francophone international. Donc, vous allez voir que cette étude, elle est en français. La pertinence de la revue est intéressante à aller chercher pour savoir s'il y a un impact fort. Donc là, on remarque que l'impact facteur, il est de 0. Donc ça c'est caractérisé certainement par le fait que c'est une revue francophone en français. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins d'impact sur la communauté internationale. Ça ne veut pas dire que la revue n'est pas pertinente. L'article a été publié en 2019. On retrouve dans cet article un résumé. Donc, dans les unités de soins critiques, les systèmes de monitorage assurent une surveillance clinique sans interruption.
Or, un réglage inadéquat des paramètres des systèmes favorise des alarmes nombreuses et peut amener à l'insensibilisation des infirmières. Donc là, on retrouve dans le résumé l'introduction qui permet de savoir si l'article correspond à notre recherche. L'objectif de l'étude, c'est que c'est une étude qui visait à identifier les facteurs qui influencent l'infirmière dans sa décision de régler et de moduler les paramètres d'alarme des systèmes de monitorage aux soins intensifs. Ce qui est intéressant de savoir assez vite, c'est quel type de méthode a été utilisé dans l'article. Donc, c'est un devis descriptif qualitatif qui a permis d'identifier des facteurs d'influence par le biais d'entrevues, des entrevues semi-dirigées auprès de 12 infirmières de soins intensifs. Les principaux résultats, donc les décisions des infirmières de régler et moduler les paramètres d'alarme sont influencées par des facteurs personnels, situationnels et environnementaux. Donc ça reste intéressant parce que c'est exactement ce que je recherche à travers l'article scientifique. Moi, c'est comment m'aider à sensibiliser mon équipe de soins. Et puis la discussion qu'on retrouve dans le résumé, c'est que cette étude a mis en évidence des facteurs qui seraient utiles pour le développement d'interventions en lien avec le paramétrage des alarmes dans des unités de soins critiques. L'auteur principal, c'est Daniel Milhomme. Donc, il a écrit cet article avec d'autres collaborateurs. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qui est cet auteur. Donc, Daniel Milhomme, c'est un docteur en sciences infirmières à l'Université de Laval, au Québec. Il a aussi une maîtrise en sciences infirmières, un baccalauréat en sciences infirmières, un certificat en santé communautaire, et puis il œuvre dans les domaines des soins critiques. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a, de la part de l'auteur du professionnalisme et il y a un focus qui est fait dans les soins critiques et c'est justement en tout cas dans ce domaine, cette spécialité que je m'intéresse à cet article. Dans cet article, on retrouve la structure introduction, méthode, résultats et discussion. Donc, j'ai entouré en fait la structure de l'article. Donc, je vais vous la faire défiler. Donc, introduction, méthode, les résultats, la discussion, et puis l'auteur apporte, enfin, les auteurs apportent un item sur les forces et les limites de l'étude. Il fait aussi des recommandations et une conclusion. En résumé, en fait, sur les débuts de la lecture de l'article, l'objectif, en fait, c'est d'identifier les facteurs qui influencent l'infirmière dans sa décision de régler et moduler les alarmes, les paramètres d'alarme des systèmes de monitorage aux soins intensifs. En fait, le but, c'est vraiment d'entrevoir des liens jusqu'alors ignorés. Donc, la méthode utilisée, en fait, le design de la recherche est de type descriptif qualitatif. Ça veut dire que c'est une recherche action de terrain en utilisant des entretiens semi-dirigés auprès d'acteurs qui sont au nombre de 12 infirmières avec une description des phénomènes humains qui sont complexes pour comprendre les interactions et les influences internes et externes qui les modifient. Et en fait, le raisonnement qui est utilisé à travers cet article, cette étude, en fait, c'est un raisonnement inductif. Ça veut dire qu'on part des faits du terrain et on va vers la théorie. La méthode procède par induction et comporte une certaine subjectivité humaine et elle conduit ensuite à des généralisations. La population de l'étude sont des infirmières dans 4 unités de soins intensifs médicaux et chirurgicaux d'un CHU francophone de l'Est du Canada. Et puis, la deuxième donnée qu'on retrouve dans l'article, c'est que c'est un recrutement avec la collaboration des chefs d'unité, donc l'échantillon d'infirmières avec des formations et des expériences variées. Donc là, il y a quand même, en fait, on peut quand même se poser pour critiquer, commencer à critiquer l'article. Il n'y a qu'un seul établissement qui est représentatif dans l'étude. Et puis, par rapport au recrutement, on pourrait quand même se poser la question s'il n'y a pas un biais de recrutement sur le fait que les recrutements étaient effectués par les chefs d'unité.
La population, donc, elle est décrite dans le tableau ci-joint, un extrait de l'étude. Donc, le nombre de participants reste faible parce que petit n, donc c'est le profil enfin c'est le nombre de participants. Il y a 12 infirmières et ensuite dans les caractéristiques, on voit la répartition des participants par le profil. Donc, on voit qu'il y a il n'y a pas du tout d'infirmières peu expérimentées, c'est-à-dire inférieures à 4 ans. Donc ça aussi, ça représente un biais. Il y a une répartition des expériences aux soins intensifs qui sont non linéaires. En fait, on remarque qu'il y a une disproportion entre les femmes et les hommes, que les âges a priori sont tous représentatifs, mais pas dans la même proportion, que les expériences des infirmières, c'est pareil, c'est représentatif, mais sauf que ce n'est pas dans les mêmes proportions. Et puis, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'infirmières peu expérimentées moins de 5 ans, donc c'est inférieur à 4 ans, mais elles sont peu nombreuses et les infirmières expertes, on va dire 21 ans et plus, elles sont au nombre que de 1. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que la population, elle est dans des proportions qui sont aléatoires. Les données, elles sont collectées de mai à septembre 2018. Les entretiens ont duré tous 45 minutes de façon semi-dirigée et de façon individuelle. Il y a eu 14 questions qui ont été créées à partir des recommandations de Payet, de Poli et Beck, testées au préalable auprès de 2 infirmières qui répondaient aux mêmes critères d'inclusion que les participants. Et les interviews ont été enregistrées sur un support informatique et retranscrits sous forme de verbatim par une personne expérimentée. Donc là, sur la collecte de données, il y a quand même des biais qui sont possibles. Par rapport aux entretiens, il peut y avoir des biais des biais d'orientation d'entretien. La collecte ne permet pas toujours de préserver l'anonymat. Il y a aussi des biais d'information de peur d'être jugé. Il faut quand même considérer que le fait que la personne interrogée ne sera peut-être pas disposée à transmettre à la chercheuse à ce moment-là précis sa perception du phénomène recherché. Donc, il peut quand même y avoir des biais d'entretien. La grille d'entrevue, je vous l'ai fait apparaître dans le PowerPoint. Le questionnaire, il n'apparaît pas en fait dans l'étude, mais j'ai pu réussir à contacter en fait l'auteur via un moteur, via une application ResearchGate où il m'a donné l'accord pour diffuser la grille d'entrevue. Donc, c'est intéressant parce que quand on parle dans un article qui a un entretien qui a eu lieu, en fait, on se questionne toujours sur le contenu de l'entretien. Donc, semi-dirigé, ça veut dire qu'il y a des questions ouvertes, mais il y a un moment donné dans le discours des orientations qui sont faites, comme par exemple la première question, parlez-moi des alarmes des systèmes de monitorage aux soins intensifs. On voit qu'il y a petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, donc bruit, fréquence, type d'alarme, importance des alarmes, c'est qu'à un moment donné dans l'entretien, si l'interviewé ne parle pas du bruit, de la fréquence, du type d'alarme ou des importances des alarmes, en fait, on dirige un petit peu l'entretien pour collecter les informations. Donc, il y a eu 14 questions qui sont affichées à l'écran. Donc l'analyse, la première analyse en fait que les auteurs ont faite, ils se sont appuyés sur la théorie ancrée de Strauss et Corbin pour construire une théorie qui repose sur la collecte et l'analyse méthodique des informations. C'est-à-dire ils décrivent dans l'article en fait qu'ils ont fait une recherche de type inductive. Donc ça, c'est à mettre en parallèle et par rapport à la méthode hypothético-déductive. C'est pas du tout la même façon de penser. L'identification par codage ouvert. Donc ça veut dire qu'ils ont retranscrit tous les entretiens et ils ont étiqueté des fragments de texte. Ensuite, ils ont regroupé les thématiques un petit peu plus généralistes pour ensuite faire des catégories principales. Et c'est grâce à ça que ressortent des catégories de facteurs d'influence.
Donc, je les ai nommés juste après. Donc, l'identification de 3 catégories de facteurs avec des sous-groupes. Donc, on retrouve, eux, ce qu'ils identifient dans l'étude, c'est qu'il y a 3 facteurs. Donc, les facteurs personnels, des facteurs situationnels et des facteurs environnementaux. Donc là, j'ai mis attention, il n'y a pas d'analyse statistique. C'est-à-dire que les auteurs, alors je présume, en n'ayant que 12 participants, il est probable qu'il n'y avait pas assez une population pas assez forte pour faire des analyses statistiques. Donc en fait, ils font des relevés de verbatim, ils regroupent ça en catégories et ils arrivent à identifier des facteurs. En revanche, on ne sait pas s'il y a des facteurs qui sont prédominants ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas de, il y a une absence de chiffres. Donc, dans les facteurs identifiés, les facteurs personnels, on peut remarquer qu'ils ont identifié par catégorie des sous-groupes. Donc, les facteurs personnels qui influencent la décision de l'infirmière de régler et de moduler les paramètres d'alarme des systèmes de monitorage sont en lien avec leur expertise, c'est-à-dire la connaissance, donc la connaissance en lien avec les mécanismes physiopathologiques, les effets des médicaments et les valeurs de base pour une pathologie donnée. Donc ça, c'est ce qui est extrait de l'article. On peut retrouver aussi dans l'expertise l'expérience. Donc, outre la connaissance en lien avec la physiopathologie du patient, la connaissance des causes de déclenchement des alarmes et celles dont les infirmières se réfèrent fréquemment. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que j'écris sur la diapo, c'est que l'article, il fait apparaître des exemples avec des extraits d'entretien. Et donc, on retrouve en fait à chaque fois des extraits des entretiens qui sont mis en italique avec la réalité des mots retranscrits lors des interviews. Donc, ça ancre vraiment le discours dans la réalité de terrain. L'autre sous-groupe, c'est l'intention. Donc, l'intention des infirmières, c'est d'assurer le confort du patient et de sa famille. Et c'est aussi d'assurer la sécurité du patient. Dans les attitudes, on remarque qu'il y a la crainte des infirmières, la peur ou l'insécurité qui est omniprésente chez les participants. Elles ont peur en fait de manquer quelque chose, telle une anomalie. Donc en fait, ça va influencer la façon dont elles modulent, dont elles règlent et modulent les paramètres d'alarme. Il y a aussi le niveau de tolérance. Par exemple, ils expliquent que une infirmière qui sera moins expérimentée a une tolérance un peu plus grande sur le retentissement des alarmes dans l'unité de soins. Dans le jugement, on retrouve les notions d'instabilité de l'état et du calcul de risque. Et en fait, c'est avec ce codage ouvert et en faisant des fragments de discours qu'ils ont pu extraire exactement les sous-catégories et puis les facteurs un petit peu plus finement détaillés. Dans les facteurs situationnels, on retrouve là comme sous-groupe les activités cliniques, donc qui sont plus en lien avec le sommeil du patient, son agitation, ou alors les examens, c'est-à-dire à chaque fois qu'il sort de l'unité, en fait, les infirmières vont régler de façon différente les alarmes. Et puis, on retrouve aussi le sous-groupe conditions du patient. Donc, ça va être les caractéristiques du patient. Les caractéristiques du patient qui sont des données objectives, donc, comme par exemple son problème de santé, son âge, ses antécédents ou la médication en cours. Et en fait, ils évoquent aussi une notion de données subjectives que l'infirmière pourrait prendre en compte. Et donc, je regarde un petit peu plus précisément ce que c'est que les données subjectives. Et eux, ils parlent en fait des symptômes du patient. En fait, les symptômes du patient, c'est ce qui influence aussi les infirmières. Et puis, on retrouve aussi dans les conditions du patient, c'est la médication. Et puis, la troisième catégorie, ce sont les facteurs environnementaux. Donc, le premier sous-groupe, c'est les organisations de soins avec le niveau d'activité. Donc, le niveau d'activité, c'est par exemple ce qui est évoqué
c'est le ratio infirmier-patient. Les disponibilités des ressources, c'est par exemple au moment des pauses, est-ce qu'il y a un nombre suffisant d'infirmières qui restent au cœur de l'activité? Et puis le contact visuel avec le patient. Donc les infirmières ressentent moins le besoin de régler ou de moduler les alarmes les paramètres d'alarme lorsqu'elles ont un contact visuel avec les patients. Les normes explicites, l'autre sous-catégorie, c'est ce qui prend en compte toutes les ordonnances médicales, les procédures mises en place, ou alors les protocoles disponibles dans l'unité. Et puis les normes implicites. Alors les normes implicites, le discours des infirmières, c'est les infirmières qui disent qu'il y a quand même un consensus des valeurs de base qu'on vise. Par exemple, une fréquence entre 60 et 100 battements par minute, une systole entre 90 et 160. Donc, en fait, il y a de façon implicite des normes qu'on a intégrées et qui nous permettent de régler les alarmes. Dans l'autre sous-groupe, il y a les instruments. Donc, l'instrument, c'est le monitorage, donc la convivialité du système et les alarmes. Donc, les alarmes, par exemple, c'est l'emphase sur la récurrence, l'histoire des fausses alarmes qui peuvent influencer les paramètres. Et puis, enfin, on retrouve la pression sociale. La pression sociale qui peut être subie par les pairs ou subie par le patient. Donc, ça reste assez intéressant quand on regarde un petit peu de plus près. Ce qu'on retrouve dans l'article, c'est que la pression des pairs sont principalement dirigées vers les infirmières qui ont une expérience plus modeste dans les unités de soins intensifs ou chez celles dont le niveau de tolérance est plus élevé. Et puis, l'étude démontre également que les patients peuvent exercer une pression sur les infirmières par leur comportement verbal. Donc, ce que j'ai pu vous apporter comme élément, tout ça, c'est décrit dans l'article et je trouve que ça me permet d'apporter une richesse sur les différents facteurs. La discussion. Donc, dans la discussion, on voit que les résultats, ils sont confirmés par des propos. Donc, j'ai fait un rappel de quelques articles que l'étude met en avant. Donc, on se rend compte que les résultats de l'étude, elles sont confirmées par d'autres études qui existaient, par exemple en 2018 dans le Critical Care Nursing Clinic of North America. En fait, il y a Ruppel qui a démontré que les infirmières s'appuient sur ses connaissances en lien avec la condition du patient et sa confiance en ses propres connaissances. Donc, ça vient confirmer en fait les propos de Daniel Milhomme dans son article. De même, l'étude suivante, Wong et Malone en 2018, qui portait sur la surcharge sensorielle en soins critiques. Donc là, l'article relève la même chose. L'étude met aussi en relief que les connaissances liées au système de monitorage influencent la décision. Donc ça a aussi été caractérisé dans une autre étude. Et en fait, on retrouve comme ça de nombreuses études en fait qui sont mentionnées et qui permettent de dire que l'étude de Daniel Milhomme, elle est ancrée aussi dans quelque chose qui est scientifique et qui a déjà été démontré. Et enfin, ce que j'ai écrit, nombreux sont ceux qui mentionnent le besoin de formation. Les résultats montrent également que le sentiment de crainte, voire d'insécurité des infirmières peu expérimentées était d'importants facteurs d'influence. Les résultats soulignent également que le niveau de tolérance de l'infirmière à l'égard des alarmes est déterminant et cette tolérance peut avoir un lien avec la pression des pairs. Les prescriptions médicales sont très déterminantes dans la décision des infirmières. Et il y a aussi plusieurs allusions lors des entretiens de normes explicites sur les procédures mises en place, les protocoles disponibles dans les unités. Et puis, on voit aussi que les infirmières font allusion à la convivialité du système. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que l'auteur fait un paragraphe en fait sur les forces et les limites de son étude. Donc, il met en avant le respect de scientificité de l'étude avec les critères de crédibilité,
de fiabilité, de confirmabilité, de transférabilité. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants en fait dans la recherche qualitative, parce que la recherche qualitative, elle se concentre sur l'analyse des processus sociaux, sur le sens que les personnes et les collectivités donnent à l'action, sur la construction de la réalité sociale. Donc, c'est un engagement de la part des auteurs, en fait, pour respecter la scientificité de l'étude, comme je note. L'étude, elle met en évidence aussi que les connaissances des infirmières prennent une place prépondérante, que la formation des infirmières sur le système de monitorage paraît donc important. Et en fait, ça c'est une critique aussi, c'est que l'article, il n'a pas collecté le profil des participants sur leur niveau de formation aux moniteurs en fait. Donc là, c'est aussi un biais qui est important. Dans les critères d'inclusion, il aurait fallu en fait caractériser le niveau de formation des infirmières sur le monitorage. Les paramètres d'alarme font partie des facteurs liés aux événements indésirables, ce qui amène à penser que le réglage et la modulation des paramètres des systèmes devraient découler de la condition du patient et non d'une standardisation pour l'ensemble des patients. Donc ça laisse sous-entendre que finalement, avoir des protocoles d'alarme de moniteur, de scope, ça n'a pas trop de sens. Peut-être que ça peut aider en fait au réglage, mais quoi qu'il arrive, la modulation, elle se fait de façon individualisée aux patients. Les infirmières s'appuient sur des données objectives, donc ça je le rappelle, les valeurs physiologiques de base, la tendance des données dans le temps, la durée de l'anomalie, et puis sur des données qui sont beaucoup plus subjectives comme les symptômes du patient et le jugement clinique. En fait, cette étude, elle est intéressante parce que, en fait, elle met des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que les infirmières ressentent, sur ce que les managers d'équipe ressentent. Et parfois, on n'arrive pas à trouver les bons mots pour catégoriser ce qui se passe autour du réglage et de la modulation du moniteur. Et puis enfin, je donne mon point de vue. Je trouve que l'article apporte des éléments pertinents sur l'identification des facteurs que je peux tout à fait transférer dans l'unité de soins. Je reste pour autant critique sur le nombre de participants et sur l'exhaustivité des facteurs catégories identifiés. Donc le nombre de participants, pour moi, c'est prédominant. 12 personnes dans un même hôpital, ça reste faible. Et puis, dans un des critères d'inclusion, il aurait été important d'identifier le niveau de formation des infirmières. Et donc, mon dernier point, je me dis qu'il faut que je reparte sur un moteur de recherche pour continuer ma recherche autour de ce type d'article. Voilà, je vous remercie. Merci Amélie pour cette lecture. Vous pouvez poser vos questions du coup en les tapant dans la zone chatée et dès que voilà, vous les aurez posées, je pourrai les transmettre à Amélie qui pourra vous répondre. Mais je voulais remercier Amélie en fait et puis faire un petit point sur les apports en fait de cette lecture critique. Je trouve que c'était extrêmement intéressant d'un point de vue méthodologique parce que du coup Amélie nous a rappelé quelques éléments, je pense de base quand on lit un article. Donc déjà de bien lire le nom de la revue, regarder la pertinence de la revue, ça permet un petit peu de voir la crédibilité. Les auteurs, vérifier voilà qui a écrit l'auteur, en fait, que ça soit un médecin ou un paramédical, un infirmier ou un kiné, l'abord de la question sera différente et je trouve ça très intéressant en fait d'avoir été vérifier le profil de cet auteur. Avec la notion aussi, tu as contacté l'auteur par mail et je trouve que ça c'est super intéressant parce qu'on n'ose pas souvent le faire et pourtant on a beaucoup de réponses en fait quand on envoie des mails. Les auteurs sont souvent enclins à répondre et ça permet en fait de lever des petits points d'incertitude. Donc j'encourage en fait quand vous lisez un article à faire cette démarche.
Et ensuite, le tableau 1, le premier tableau qui a toute son importance, je pense, quand on lit un article. Tu l'as très bien souligné, en fait, le tableau 1 permet de caractériser la population. Et souvent, sur ce tableau, on va retrouver deux colonnes. Une colonne de la population étudiée versus la population générale pour voir si la population étudiée est représentative de la population générale. Et là, on aurait eu ce comparatif, on aurait très vite vu en fait qu'on n'était pas forcément représentatif. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un point de vue critique sur ce point-là. Et puis voilà, tu nous as montré aussi le parallèle avec les autres études et les méthodes d'analyse des entretiens semi-dirigés. Donc des petits points, voilà, que je voulais juste souligner parce que d'un point de vue méthodo, je trouve ça très intéressant pour la lecture en fait d'articles scientifiques. Je vous avais peut-être d'autres questions d'un point de vue peut-être plus clinique, en fait, une analyse que je n'aurais pas. Vous vouliez poser à Amélie, ou Amélie, peut-être tu veux préciser des choses. En fait, quand je dis que je repars, ma dernière diapositive, c'est mon point de vue. Je repars sur un autre moteur de recherche, enfin sur une autre recherche d'articles. Et en fait, j'ai eu la sensation en fait que cet article c'était une préétude. Et en faisant des recherches un peu plus poussées, j'ai remarqué que cet auteur avait publié, je crois que c'était le mois dernier, le mois d'avant, une étude intégrative sur le même thème. Donc, ça reste, forcément, je l'ai lu. Donc, il répertorie nombreuses études qui identifient en fait les mêmes facteurs. Donc, même si cette étude, elle est critiquable, en fait, elle laisse quand même apparaître des facteurs que d'autres ont pu aussi identifier dans leurs études, qui étaient aussi avec peut-être un nombre de participants un petit peu faible. Donc, ça vient apporter de l'eau au moulin sur le fait que les facteurs qui sont identifiés sont réels, importants, et puis qu'on peut s'appuyer. Ouais. J'ai une question de Hélène Déo. De façon concrète, qu'est-ce qu'Amélie a mis en place dans son service pour améliorer cette gestion des alarmes? Peut-être faire un état des lieux de ce qui se passe dans son service paraît essentiel pour adapter de façon personnalisée le besoin. Peut-être faut-il faire une formation à tout personnel qui arrive en USC. Et après, elle rajoute une autre petite mention. Toute étude est critiquable, mais elles ont au moins le mérite d'exister, c'est vrai. Ça. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon service? Il y avait quand même une arrivée de nouveaux professionnels qui n'étaient pas issus de la réanimation ou d'unités de surveillance. Donc, nous, on avait décidé de mettre en place un protocole. Un peu, en fait, ce qui est décrit dans l'étude, c'est qu'il y a des normes explicites. Donc, on a écrit un protocole sur voilà ce qu'on attendait sur des valeurs de base, comment on règle les alarmes. Et puis après, charge à chacun de moduler, en fait, de moduler ses alarmes. Mais je pense que l'essentiel, ça reste quand même le raisonnement clinique, les apports théoriques sur la connaissance des pathologies, qui permet de mieux comprendre, en fait, qui est le patient et quel risque, qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille de façon plus proche. Il y a eu aussi une sensibilisation auprès de l'équipe médicale pour que eux, ils restent aussi beaucoup plus pédagogiques pour susciter et veiller en fait la surveillance des infirmières sur des risques probables. Et puis en effet, former les professionnels qui viennent d'arriver sur le moniteur, mais finalement ça reste quand même ardu puisque qui peut être le formateur? Parce que finalement, ça doit être la société. La société, elle est venue déposer les moniteurs il y a déjà quelques années. Donc, qui a la légitimité finalement pour avoir l'exhaustivité des règles, de l'utilisation d'un moniteur? Ça reste toujours une question sans réponse pour moi, puisqu'il y a quand même un nombre de professionnels importants qui sont arrivés. J'ai quelques infirmières, en effet, qui sont anciennes et expertes, donc je pense que c'est sur elles auprès de qui je vais pouvoir m'appuyer pour essayer de faire une formation sur le monitorage. Et puis, sa deuxième partie de question, c'était
C'était, oui, peut-être faut-il faire une formation, donc ça tu y as répondu. Et le fait que toute étude est critiquable, mais elles ont au moins le mérite d'exister. Oui, oui, Effectivement. tout à fait. Elle te remercie et voilà, je te félicite pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, enfin, je remarque là, peut-être vous avez dans vos habitudes des réponses aussi à apporter à Amélie par rapport à ces questions en fait que souligne Madame Déo en fait sur quoi mettre en place pour répondre à ce besoin. Et effectivement, la recherche a permis à Amélie en fait de trouver des débuts de réponses, mais il reste toujours le soin et la collaboration entre professionnels pour trouver des solutions. Et peut-être ce sera l'objet, s'il n'y a pas de réponse ou pas de réponse qui a été évaluée par la littérature, de faire une nouvelle recherche, une nouvelle étude. Une remarque d'Hélène Déo, de nouveau. Oui, les sociétés peuvent venir, mais au final, les sociétés règlent les alarmes décidées médicalement dans le service. C'est ça. Oui, en fait, il y a juste un. En fait, c'est une question de responsabilité. Ils ont des réglages de base, mais c'est ce que je disais, en fait, le réglage de base, bon, finalement, il est intéressant parce qu'il faut quand même se baser sur quelque chose. Mais après, ça reste vraiment de l'individualisation, enfin, de à chaque patient, chaque modulation possible, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, elle précise donc que ça se passe comme ça dans mon service. Peut-être aller voir des études sur les bruits dans les services de réanimation. Effectivement, je crois qu'il y a des choses qui sont publiées sur cette question-là. Ça peut être une piste pour la suite de ces recherches. Effectivement. C'est ça. Il y a en effet dans un des services de réanimation au CHU Angers, il y a en effet je ne sais plus exactement quel nom ça porte, mais il y a un système d'oreille qui prend en compte le niveau sonore. Le niveau sonore des alarmes, mais aussi le niveau sonore en fait de la voix des professionnels en fait, et ça permet d'avoir une indication visuelle. Tu voulais dire quelque chose, Joachim? Non, je voulais savoir si ça avait changé quelque chose dans ton. Enfin, je voulais dire quelque chose, oui, plutôt. Euh, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'aborder justement les différences en fonction des professionnels dans la gestion des alarmes? Ah oui, alors l'article. Qu'est-ce que ça change à ta vision, quoi? Ou est-ce que ça change quelque chose à ta vision? Oui, je ne sais pas si Émilie t'a entendu. Joachim, il a posé une question. Nous vous entendons. Ouais. Alors, en fait, pour l'instant, en fait, comment dire? C'est-à-dire que cet article, il est venu asseoir ce que je pressentais. En fait, on a toujours, l'article, il le dit très bien, on a les infirmières ont du feeling, j'avais du feeling par rapport à ce qui pouvait se passer, mais en fait, il me manquait de mots, enfin de caractériser ce qui se passait dans mon unité avec des mots et de catégoriser en fait. Donc, ça va me permettre, par exemple, il va bientôt y avoir les entretiens annuels. Je pense que, en fait, à travers cet article que j'ai d'ailleurs affiché dans l'unité pour que chacun puisse en prendre connaissance, je vais essayer en tout cas de faire un focus sur chacun des professionnels et savoir dans quel item elle pourrait se sentir moins à l'aise. Et puis finalement, ça pourrait me faire une cartographie d'équipe et puis peut-être aussi apporter, je ne sais pas, des formations, un besoin qui pourrait être individuel et ou collectif. En fait, ça va me permettre d'avoir une cartographie de l'équipe, en tout cas sur cette thématique-là. En tout cas, il y a quand même eu des conséquences positives parce qu'il y a beaucoup moins d'alarmes dans l'unité depuis qu'on a apporté, par exemple, le protocole, depuis qu'on a sensibilisé les équipes sur le fait que plus ça sonne et moins on va répondre à l'alarme. Donc, en fait, il y a quand même déjà un bruit ambiant beaucoup moins présent. Donc, ça a été mettre en place des règles explicites
Ouais, oui, c'est ça. dans la catégorie. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez retranscrire la remarque de Joachim, ce qu'on ne vous entend pas, on n'a pas bien entendu. Joachim, ce qu'il le dit, c'est que finalement, ce que j'ai mis en place, c'est de mettre en place des règles explicites parmi les facteurs qui ont été identifiés. Donc, pour l'instant, c'est un petit focus parmi les 3 catégories, les sous-catégories. D'accord. Ok, merci. Il y a une petite remarque de Hélène Déo qui dit que du coup, une analyse quantitative pourrait être faite en parallèle du qualitatif. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou il est déjà 15h12, on a dépassé le temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, on peut prendre encore quelques minutes. En tout cas, je trouve que voilà, ça permet aussi d'avoir un œil sur comment est-ce que la recherche peut aider aux soins. Là, tu dis que tu avais pressenti quelque chose et cet article a permis d'asseoir en fait ces pressentiments. Et du coup, comment la recherche peut aider aux soins. Et ensuite, du soin, en fait, on peut retourner à la recherche s'il n'y a pas de solution de trouver et pour aller plus loin en fait dans l'assise. Je trouve que c'est très intéressant en fait de voir ce cercle en fait que l'on perçoit en fait par ta présentation et cette discussion. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore en fait ce café lecture. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus tardivement, à nous renvoyer un mail, soit directement à Amélie sur amélie.bouillebro@chu-angers.fr ou sur mon mail Émilie Gillier. Et on reste disponible et puis vous pourrez accéder à l'enregistrement dans les jours qui viennent, on vous le renvoie et n'hésitez pas à le diffuser pour le réécouter avec d'autres personnes ou à nous poser des questions. Je vous remercie de votre écoute. Je te remercie Amélie pour cette intervention et à très bientôt. Voilà, juste une petite remarque avant qu'on se quitte. Sylvie Apollon qui nous fait un petit message. C'était très intéressant à diffuser. Donc n'hésitez pas. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.